Alors, cette séance couvre la séance du 8 février, j'essaie de me souvenir du calendrier, du 8 février. Et pour le 8 février, vous aviez 2 articles à lire. Alors, le premier article était sur le genre est au cœur des migrations et le deuxième article était politique migratoire et politique d'emploi. Donc, c'était les 2 articles que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Premier article, le genre donc au cœur des migrations. Alors, cet article, quelle est la question principale, quelle est la problématique qui est posée par l'autrice? Réponse, puisque je me parle à moi-même actuellement. L'autrice s'interroge sur est-ce que la migration des femmes a un impact sur les relations de genre. Donc, est-ce que le fait que des femmes migrent à l'international va subvertir la distribution des tâches ou la place des genres au sein des familles, va au contraire les renforcer? Est-ce que la migration des femmes est un enjeu qui est étudié? Quel type de regard est posé sur la migration des femmes vis-à-vis de ce qui est attendu d'elles dans les cellules familiales? Donc, c'est vraiment la problématique centrale de l'article, c'est de s'interroger sur l'impact de la migration des femmes par rapport donc à la distribution et à leur place et aux attentes de genre. L'article va commencer par faire le point sur la littérature autour de la migration en lien avec les femmes. Et l'autrice va mettre en avant que c'est une littérature qui majoritairement touche à 4 domaines. Donc, c'est 4 domaines bien spécifiques. Ça va être une littérature qui se focus donc sur les services domestiques. Ça va être une littérature qui se focus également sur les emplois du care, sachant que, comme on l'a vu, services domestiques, emploi du care, la différence n'est pas si établie. Donc, il y a quand même un flou de différenciation entre les tâches qui sont attendues, les tâches pour lesquelles vous êtes supposé être rémunéré, puis les tâches qui sont exigées au quotidien. Ça va être également autour du travail du sexe et autour de la traite. Voilà les 4 domaines qui sont identifiés par l'autrice. Et ce qu'elle va dire, c'est que quel que soit donc le domaine dans lequel se focus cette littérature, une énorme dynamique qu'elle remarque, c'est que c'est une littérature qui tend à effacer l'agentivité de ces femmes. Donc, c'est une littérature qui tend à ne pas reconnaître leur capacité de faire des choix tout d'abord, mais aussi d'avoir un impact sur leurs conditions de vie, d'avoir un impact et une maîtrise en fait sur leur vécu, d'avoir un impact sur ce qui les entoure. Donc, complet absence d'agentivité. Dans ce type de littérature, on présente ces femmes comme subissant uniquement. Donc, elles sont victimes absolues, elles n'ont pas de choix, elles n'ont pas de marge de manœuvre, elles n'ont même pas une certaine conscientisation de leur absence de choix dans les cas les plus extrêmes. Donc ça, c'est une grosse dynamique que l'autrice va mettre en avant. Et on peut voir du coup en réponse, mes cheveux partent dans n'importe comment, et on peut voir du coup en réponse comment dans son article, elle va mettre de l'avant du coup l'agentivité des femmes dont elle parle. Donc en réponse à cet angle mort de la littérature qu'elle a pu identifier. Et donc ce qui est intéressant avec cet article et ce que l'autrice avance, c'est parce que par rapport à une certaine littérature qui est certes, donc il y a des angles morts, il y a une certaine dynamique qui sont identifiées, c'est une littérature qui s'oppose finalement à un discours médiatique très récent qui est de considérer que la migration se féminise. Donc on a eu un discours médiatique qui tend à parler d'un phénomène qui serait très récent, à savoir la migration des femmes, qui serait donc une migration de plus en plus importante, mais qui serait un phénomène très nouveau parce qu'auparavant, il y a cette idée que les hommes migrent et les femmes restent à la maison. D'accord? Donc les hommes vont chercher de meilleures conditions de travail ou un meilleur emploi, de meilleurs salaires et envoient de l'argent à la maison, tandis que les femmes restent au foyer. Il y a cette idée que la mobilité, et notamment la mobilité internationale, est associée aux hommes, tandis que rester sur place est associé aux femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est donc assez présent dans les discours médiatiques, qui, lorsque l'on regarde la littérature sur le sujet, notamment les statistiques, n'est pas fondé sur des chiffres. Alors, c'est pas tant qu'il n'y a pas de féminisation de l'immigration, qu'il n'y a pas une augmentation du nombre de migrations, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau, en fait. C'est absolument pas nouveau. Les femmes ont beaucoup bougé historiquement. Et en fait, on a des statistiques, donc je vous mettrai les sources, encore une fois, hein, dans la barre d'infos de YouTube. Contrairement à cette idée que les femmes, c'est tout nouveau qu'elles bougent, et en plus, ce serait probablement le reflet d'une société qui se transforme tellement vite que les femmes n'ont plus la possibilité de rester chez elles, que c'est devenu tellement difficile qu'elles sont obligées, elles aussi, de partir chercher du travail, et dans des conditions et des risques extrêmement importants, parce que, encore une fois, il y a ce focus autour de la littérature du risque de traite pour les femmes, par exemple. Et donc, quand on prend ce discours médiatique et on l'oppose donc à la littérature scientifique, qui est, mais en fait, pas du tout. Par exemple, on peut voir directement aux environs des années 70, il y avait déjà plus de 47% de la migration était une migration féminine à l'international. Donc déjà,
années 70, on se rend compte que pratiquement la moitié de la migration est déjà une migration féminine. En plus, on s'aperçoit que des années 60 à 2013, c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. Donc non seulement c'est pas une tendance récente, mais c'est une tendance qui se renforce. Alors oui, on voit que par exemple les hommes migrent toujours plus, ils sont un peu plus majoritaires que les femmes, mais la tendance au niveau des femmes s'accélère beaucoup plus vite que celle des hommes. Et par contre, entre 2000 et 2013, on a une tendance qui s'inverse quelque peu, où là, l'augmentation de l'immigration des femmes diminue un peu, tandis que celle des hommes s'accélère. Mais encore une fois, on reste à peu près en égalité en termes de nombre à l'international au niveau de répartition de qui migre. Et autre chose qui est assez intéressant avec ces statistiques mettent de l'avant que une grande majorité des femmes qui migrent sont en fait des femmes hautement qualifiées. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous vous rappelez du coup quand l'autrice a identifié les domaines et qu'elle dit il y a une absence d'agentivité, il y a une approche de la migration des femmes qui est elles subissent quelque part le fait de migrer, et ce sont que des femmes qui se retrouvent donc dans le domaine du care, dans le domaine des services à la personne, et on a cette impression donc de femmes qui n'ont pas les compétences pour faire d'autres choses que ces emplois, d'où le fait qu'elles subissent en fait la migration et ces emplois, etc. Et elle dit mais en fait dans les chiffres ce sont majoritairement des femmes qui ont des diplômes qui ont des diplômes mais décidément qui ont des diplômes universitaires, de hauts diplômes universitaires. Donc on a beaucoup de ces femmes hautement qualifiées, une majorité qui migrent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elles arrivent dans les pays, notamment pays du Nord, pays occidentaux, et on va en parler de ces tendances Nord-Sud, lorsqu'elles arrivent du coup dans les pays du Nord, pays occidentaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a un véritable déclassement avec une absence de reconnaissance de leur diplôme. Donc ce sont des femmes hautement qualifiées qui migrent, et lorsqu'elles arrivent, par exemple ici, on ne reconnaît pas leur diplôme, donc elles sont forcées vers des emplois qui ne nécessitent pas de diplôme, tout simplement pour une question de survie. Alors oui, elles subissent le déclassement, mais ce ne sont pas des femmes qui ont migré pour occuper ces emplois. Et donc il y a une agentivité, il y a un choix dans leur migration, un choix qui est motivé et qui est normalement justifié par le fait qu'elles sont hautement qualifiées et qu'il y a un appel, on en parlera également au niveau plan politique, il y a des appels, des incitations à l'immigration basée sur notamment la qualification et donc la migration du travail. Et donc il y a ces individus, ces femmes qui répondent aux appels mais qui quand elles arrivent ici, parce qu'elles ne correspondent pas aux critères, comme on va le voir dans l'article suivant, qui paraissent neutres mais qui sont en fait des critères hautement genrés, subissent donc la déclassification de leur diplôme. Ce sont également du coup des femmes qui occupent majoritairement beaucoup plus des emplois sous-qualifiés que les femmes natives, c'est-à-dire les femmes citoyennes. Et c'est intéressant également parce qu'on parle beaucoup du problème de sous-qualification ou du fait que les femmes sont déjà moins payées que les hommes, reçoivent moins de promotions, subissent cette déqualification. Et donc ces articles-là mettent en avant que oui, en effet, les femmes le subissent, mais à l'intérieur de cette énorme catégorie que sont femmes, les femmes issues de l'immigration le subissent beaucoup plus que les femmes citoyennes. Donc on a ce contexte, donc on a l'idée un peu médiatique qui en fait n'est pas basée sur des chiffres. On se rend compte que les femmes migrent en fait beaucoup et ça ne date pas d'hier, c'est pas du tout nouveau. Et en plus, on a en fait beaucoup de femmes hautement qualifiées qui migrent, d'accord, plutôt que cette idée, parce qu'on a une approche au niveau des médias qui est assez misérabiliste de l'immigration. On va développer là-dessus, qui est la migration, c'est forcément parce que il y a une différence qui est faite entre expat et immigrés, on va en parler. Et donc avec l'association d'idées qu'on donne autour de l'immigration, lien avec la vidéo autour de Stuart Hall, association d'idées, stéréotypes, etc. On a cette vision de l'immigration qui est forcément misérabiliste dans le sens on fuit la misère, on fuit les guerres, on fuit l'absence de travail, etc. Et elle dit, mais en fait, il y a énormément de cette migration qui n'est absolument pas liée à une approche de c'est très difficile au niveau de l'emploi à la maison, je n'ai aucune compétence, donc je vais devenir domestique là-bas. C'est en fait, je suis à l'université, j'ai un doctorat en engineering, et il y a une incitation à un emploi là-bas, je vais migrer pour pouvoir mettre à profit mes compétences, mon diplôme. Le déclassement des diplômes, qu'est-ce que ça signifie spécifiquement par rapport au fait que ce sont des femmes qui le subissent majoritairement, les femmes issues de l'immigration, et pas n'importe quelle immigration, encore une fois, ce sont des femmes issues du continent africain qui vont majoritairement subir cette déclassification par rapport à des femmes qui vont par exemple immigrer en ayant un haut diplôme d'Angleterre ou un haut diplôme France, Norvège, vont
également subir peut-être la déclassification ou l'absence de reconnaissance de leur diplôme, mais majoritairement moins que les femmes issues du continent africain. Donc encore une fois, on a des rapports de pouvoir qui prennent bien en compte classe, genre, race, nationalité, etc. On va développer. Et donc on se rend bien compte du coup au niveau des chiffres quand on s'intéresse aux statistiques, par exemple, c'est quand on parle d'immigration des femmes issues du continent africain, en fait, 40% de ces femmes sont diplômées d'enseignement supérieur. Ce dont on entend très peu parler, qui est une approche qui est très absente en fait des médias. Quand on parle d'immigration, quand on parle d'immigration des femmes africaines, on n'associe pas avec l'idée ce sont des femmes hautement diplômées. Et ce sont des femmes qui, arrivées ici, subissent du coup la déclassification, subissent l'absence de reconnaissance des diplômes. Et bien sûr, Émilie Akimbot pourra beaucoup plus vous en parler que moi, avec beaucoup plus de détails. Les femmes diplômées sont également le groupe le plus mobile à l'international. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous regardez qui migre et quel groupe migre le plus, vous avez beaucoup plus de femmes avec de hauts diplômes qui migrent que d'autres groupes avec d'autres distinctions au niveau des classes. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça remet vraiment beaucoup en cause, ou ça fait réfléchir à ok, mais c'est pas du tout le type de discours que j'ai l'habitude d'entendre. Donc déjà, on a un article qui met de l'avant comment ce type d'immigration, l'immigration des femmes, subit un certain jugement moral, dans le sens où même si on voit que les femmes historiquement migrent, et ce n'est pas nouveau, on a toujours ce jugement de les femmes qui migrent, elles abandonnent leur mari, elles abandonnent leur enfant, donc c'est quelque chose de négatif. Ça devrait être le dernier recours parce que normalement la place, déjà l'idée qu'elle a forcément des enfants, déjà, elle a forcément une cellule familiale qui est bien précise, et en plus, si c'est le cas, si vraiment elle est mariée et qu'elle a des enfants, l'idée qu'elle laisse ses enfants derrière pour voyager va être jugée très durement. Et donc, ce que met de l'avant l'article, c'est de dire, eh bien, en fait, ces femmes, face à ce type de jugement, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre de l'avant qu'en fait, c'est le fait de bouger, le fait de migrer est le meilleur choix pour leur enfant. Donc, c'est-à-dire que être de bonne mère, cela signifie sacrifier le fait de pouvoir être quotidiennement avec ses enfants pour leur apporter une vie meilleure. Donc aller chercher de meilleurs salaires, de meilleurs futurs, meilleures conditions pour leur famille. Et donc c'est très dur, mais c'est la preuve qu'elles sont de bonnes mères parce qu'elles sont prêtes à faire ce sacrifice. Et donc ça c'est le genre de choses qui permet à dire à l'autrice, on aurait pu croire que le fait de bouger, le fait de migrer, le fait qu'elles deviennent par exemple chef de famille, c'est-à-dire qu'elles bougent et leur mari reste sur place pour s'occuper des enfants, alors que c'est elle qui envoie l'argent, aurait pu renverser des dynamiques de genre, alors qu'en fait ces dynamiques sont renforcées parce qu'on va mettre encore plus l'accent qu'elles le font parce qu'elles sont mères de famille et qu'elles le font pour leurs enfants, parce que le père qui reste à la maison, on va le décrire comme s'occupant des tâches, donc jouant la femme, donc s'occupant des tâches féminines, mais que lorsque madame rentre, on remet les choses normalement, c'est-à-dire que c'est elle qui reprend sa place de s'occuper des enfants, s'occuper des tâches ménagères, donc c'est vraiment cette dynamique que l'homme s'occupe des tâches, c'est vraiment lorsqu'elle est absente. Donc c'est comme une parenthèse dans la vie de famille, une parenthèse extraordinaire, mais c'est pas la normalité, parce que lorsque madame revient, là, même si c'est juste 2-3 semaines, le temps de vacances pour voir ses enfants par exemple, c'est 2-3 semaines où elle reprend le rôle bien genré attribué aux femmes. D'accord? Donc ça c'est déjà intéressant de voir, en fait non, ça ne subvertit pas, ça renforce. Ce qu'on rencontre également, c'est que du coup, ce fait de migrer va non seulement renforcer à la maison, où le père et les enfants sont restés, mais va renforcer également dans les pays d'accueil. Pourquoi? Parce que les pays d'accueil font en sorte d'accueillir ces femmes pour les mettre dans des services, dans des milieux de travail qui sont typiquement féminins. Donc même dans le pays d'accueil, on voit arriver ces femmes migrantes ou qui sont pourtant, pour certaines, hautement qualifiées, il y a un renforcement des distributions de genre au niveau, par exemple, des tâches domestiques ou du rôle des femmes. C'est que, ok, dans la cellule familiale, c'est pas madame qui fait le travail domestique parce qu'elle est à l'extérieur, elle a son propre emploi. C'est la nounou, c'est la domestique, c'est une femme. C'est une autre femme, c'est une femme migrante, mais c'est une autre femme. Donc là, ça reste des tâches qui sont associées aux femmes. C'est juste que bon, on va trouver une femme pour les faire. Ça reste quelque chose pour les femmes. Bien sûr, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que ça fait directement lien à nos 2 séances précédentes. Ce qui est intéressant aussi également, comme je l'ai dit au début, c'est très important pour l'autrice de maintenir un regard, de chercher les preuves d'agentivité, donc les marges de manœuvre. Et elle dit, même dans ces dynamiques où les femmes subissent par exemple le fait d'entrer dans certains emplois par rapport à d'autres, ou cette précarité qui est organisée par l'État, où les visas sont temporaires, où les emplois ne sont pas qualifiés ou ne se qualifient pas par exemple à la possibilité d'avoir des aides sociales, ne se qualifient pas à la possibilité d'avoir un visa qui soit permanent, etc., etc. Elle va dire, il y a quand même des marges de manœuvre qui sont mises en place par ces femmes
qui vont être par exemple des marges de manœuvre qui vont être chercher des unions mixtes, donc chercher à épouser une personne qui est citoyenne pour pouvoir éventuellement avoir une citoyenneté et pouvoir faire un rapatriement familial. Ça va être aussi de l'argent qui est utilisé, va être l'argent qui est gagné dans ces contextes nationaux, on gagne peut-être un peu plus. Elles vont l'investir notamment pour le futur de leur fille. Donc elles vont investir, soit ça vont investir dans leur dot, ou ça va être pour s'assurer que donc leur fille puisse avoir vraiment un levier de pouvoir de négociation dans le type de mariage qu'elles vont avoir, ou alors ça va être investir également pour que l'éducation de leur fille. Donc ça va être de l'argent qui vont permettre à la maison d'assurer une vie meilleure pour la génération suivante, pour les filles qui n'auront pas du coup après à faire cette migration que leurs mères ont fait. Ça va être également d'utiliser l'argent qui est gagné donc à l'étranger pour avoir une certaine émancipation par rapport à leur mari, par rapport à leurs frères, donc par rapport aux hommes de leur famille. C'est elles qui gagnent l'argent et c'est elles qui gèrent l'argent. Donc elles ont du coup le pouvoir économique d'être, c'est elles le chef de famille, elles peuvent décider où va cet argent, ce qui leur permet du coup de dire bah non, cet argent-là, je vais le mettre pour la dot de ma fille, etc., etc. Donc il y a un pouvoir qu'elles gagnent qui est un pouvoir économique, qui est une émancipation, puisque c'est elle qui gère ses finances. Et lorsqu'il s'agit de cette mobilité qui est quasiment organisée de manière étatique, elle dit mais en fait ce sont des femmes qui vont s'organiser également en réseau, qui leur permettent de finalement avoir une agentivité, d'avoir un choix sur dans quel contexte elles vont aller, dans quel pays, combien de temps, parce qu'elles organisent de ok, cette place là, moi je m'en vais dans un autre pays, donc cette place-là, je peux recommander ou je peux placer quelqu'un que je connais 3 mois. Moi, je pars et comme ça, dans 3 mois, si je reviens, elle peut me redonner sa place. Et donc, on s'organise en circulation pour pouvoir garder nos places, savoir dans quel contexte on va travailler, s'entraider et pouvoir organiser également, même si je pars, ben je sais que dans certains temps, j'aurai de nouveau un travail. Donc, j'aurai pas à angoisser à l'idée de rechercher encore du travail parce que je sais que cette place-là m'attend, parce qu'elle va ensuite partir dans un autre endroit où elle va pouvoir passer, etc. Donc, c'est un réseau de mobilité qui leur permet d'avoir du coup un contrôle sur la temporalité de leur déplacement, sur où elles se déplacent et sur le futur de leur déplacement. C'est-à-dire que finalement, cette temporalité restreinte, elles ne la subissent pas, elles la gèrent. Donc, on va passer à l'article numéro 2.